Monsieur le Président, j'entamerai cette allocution en évaluant le mérite des éléments de novation prévus au projet de loi C-32, édictant la Charte canadienne des droits des victimes. Maintenant, Monsieur le Président, comme je l'ai fait par le passé, une évaluation au mérite, c'est-à-dire que je vais m'attarder à un point bien spécifique de l'outil législatif qui est soumis devant nous aujourd'hui, et je vais m'y attarder. C'est assez vaste, donc je pense que la contribution que je pourrais apporter à cette Chambre aujourd'hui va d'abord et avant tout porter sur des éléments spécifiques de ce projet de loi pour éviter de m'égarer. Certaines dispositions de cet outil législatif introduisent des modulations aux règles d'administration et d'admissibilité de la preuve. Le présent exercice visera donc à circonscrire la virtualité de son impact sur la pratique du droit criminel, tant du point de vue de la poursuite que de la défense. J'essaie souvent, Monsieur le Président, de revenir à la base même de mon ancienne pratique, et c'est la raison pour laquelle j'essaie de transposer le tout et mon raisonnement et essayer également de ramener les principes qui sont prévus à ce projet de loi bien précis et de les transposer dans la pratique et dans la réalité d'un praticien du droit. Donc, je vais m'y attarder au cours des prochaines minutes. Donc, je vais également introduire la possibilité pour l'époux ou l'épouse d'une victime de témoigner si la victime est décédée ou incapable d'agir d'elle-même, si la relation conjugale a duré au moins un an. Donc, ici, je vous citais une des notions qui est abordée dans ce projet de loi bien précis, Monsieur le Président. Donc, on va voir que la loi sur la preuve au Canada aborde déjà cette réalité et que selon encore ma propre évaluation, ma propre expectative, on tente ici tout simplement d'aller rechercher le crédit puisque l'ensemble des citoyens canadiens ne sont pas nécessairement au fait des subtilités qui sont propres à la loi sur la preuve et les règles de preuve et de présentation. Donc, quelquefois, il pourrait y avoir un accaparement de la part des autorités étatiques afin d'essayer de retirer un crédit ou à tout le moins d'essayer de gagner un potentiel électoral en reprenant des notions qui sont déjà abordées, des notions qui sont appliquées de facto par les juristes et par les praticiens du droit et par les intervenants du système de justice et tout simplement reprendre à notre propre crédit afin d'y soutirer une certaine exposition médiatique. Cet attribut du projet de loi en titre ne vient que codifier une altérité préexistante aux règles de la meilleure preuve telles que prévues à la loi sur la preuve au Canada, qui s'applique à toutes les procédures pénales et civiles, ainsi qu'à toutes les autres matières de compétences fédérales. Quand je parle de la règle de meilleure preuve, Monsieur le Président, c'est une des premières notions que l'on apprend, peut-être pas la première, mais au moins lors des cours au criminel et au pénal, les premières notions, c'est la règle de meilleure preuve, c'est-à-dire que les juristes doivent toujours, et le juge va toujours s'attarder à la recherche de la meilleure preuve. Donc, si un témoin a une déposition, si un témoin a à se faire entendre, eh bien, il faut techniquement que ce témoin se fasse entendre. Dans ce cas-ci, on voit que la loi sur la preuve au Canada également le prévoit, mais ce projet de loi bien précis prévoit le fait, disons, qu'une victime en raison des coups qu'il a subis, serait dans l'impossibilité, tant physique que mentale, de se présenter à la cour et de témoigner. Eh bien, il y aurait une possibilité pour son époux. Là, il y a des modalités et il y a des subtilités attachées à tout ça. Donc, une durée également, il faut que ce soit un époux de plus d'1 an, mais bref, il y aurait une possibilité que cet époux vienne témoigner pour la personne qui est incapable. Mais ce que je vous dirais, Monsieur le Président, c'est que la loi sur la preuve au Canada prévoyait déjà cette situation-là. Je vais vous citer l'article 6.1 de la loi sur la preuve au Canada, témoignage de personnes ayant une déficience physique. 6.1. Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d'une déficience physique des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre. Donc, on vient ici de couvrir la déficience physique qui empêcherait techniquement un individu de venir se faire entendre dans une salle de cours. Maintenant, note marginale, capacité mentale du témoin. Alinéa 2 de l'article 6, toujours de la loi sur la preuve au Canada, le tribunal peut rendre la même ordonnance à l'égard du témoin qui, au terme de l'article 16, a la capacité mentale pour témoigner, mais qui éprouve de la difficulté à communiquer. Donc, vous voyez que ce qu'on tente de codifier aujourd'hui, Monsieur le Président, dans cette charte des victimes, eh bien, c'est déjà couvert à une certaine mesure, vous allez me dire, et mes voisins d'en face vont pas probablement me l'opposer, qu'il y a des subtilités et qu'il y a une certaine novation, dont entre autres la durée de la vie conjugale avant de pouvoir être appelé à témoigner pour une personne. Mais je vous dirais que cette situation est déjà couverte. Donc, pour l'aspect novateur, on repassera, Monsieur le Président. Donc,
Et l'alinéa 3, je le lis à titre indicatif, le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables. Le tribunal peut procéder à une enquête. Vous voyez donc, Monsieur le Président, que c'est des règles d'application qui sont souples et qui sont appelées à s'observer sur le terrain. Donc, le tribunal, en vertu de la loi sur la preuve au Canada, doit déterminer si véritablement la personne, le témoin qui devrait techniquement se faire entendre à sa qualité individuelle, est en pleine possession de ses moyens ou est en capacité de le faire. Donc, il y a une grande latitude, un pouvoir discrétionnaire qui est donné, et à la pratique du droit criminel sur le terrain, bien c'est un peu ça. Les juges jouissent d'une grande latitude et les intervenants judiciaires également, au sens large, ils jouissent d'une grande latitude pour essayer de voir et déterminer les règles d'application de la preuve. Donc, j'ai déjà vu des situations où des témoins pouvaient être appelés à être entendus, même s'ils se tenaient dans une pièce séparée ou dans un petit cubicule installé spécialement pour ça. D'ailleurs, il y a des kits déjà prémontés à l'intérieur des palais de justice et ça répond à toutes les situations, dans le cas, entre autres, où ça serait un enfant, dans le cas, entre autres, où ça serait une victime qui serait hésitante à faire face à son agresseur. Toutes les situations sont prises en compte, Monsieur le Président, et le système de justice étant ce qu'il est appelé à s'adapter aux réalités et aux aléas qui ponctuent la vie d'un juriste. L'objectif principal des juristes néo-démocrates mandatés à l'étude de ce projet de loi en comité consiste à s'assurer que la Charte canadienne des droits des victimes s'intègre bien au système judiciaire canadien et réponde aux attentes et aux recommandations faites par les victimes. Et c'est un peu ici où c'est le bas blesse, Monsieur le Président, parce que, outre le tape à l'œil et outre les sorties médiatiques à grand renfort de publicité, il faut d'abord et avant tout se tourner vers les bases, et ça, je continue de le répéter, ça devient presque machinal. Je vous dirais qu'il faut véritablement s'attarder à la position exprimée, pas par simplement quelques individus ou par quelques groupes qui ont un message qui plaise à l'oreille, mais bien à l'ensemble de la population canadienne. Et dans ce cas-ci, on le sait, les victimes sont nombreuses un peu partout au pays. Donc, il faut d'abord et avant tout, plutôt que de rechercher des fins purement utilitaires en utilisant les victimes, il faut d'abord et avant tout véritablement être à l'écoute, prendre le tout en note et ajuster nos propres outils législatifs en conséquence, Monsieur le Président.